Bonjour chers auditeurs, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Nadia Guigny qui va dire quelques mots d'elle, qui est donc coach professionnel et auteur d'ouvrages. Nadia, je te passe directement la parole et je te propose de nous dire quelques éléments clés de toi. Merci Gabi. Je m'appelle donc Nadia Guigny et comme beaucoup de coachs, j'ai eu une première vie professionnelle. J'ai été pendant 22 ans dans le milieu du marketing, de la communication. J'ai été attachée de presse, directrice de la communication et rédactrice en chef de journaux corporate. Et j'ai adoré mon métier. Mais alors vraiment au-delà du raisonnable, puisque je m'y suis épuisée et j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui communément un burn-out. Alors il y a 15 ans, c'était quelque chose d'assez peu habituel, peu connu, pour ainsi dire un peu tabou aussi. Mais finalement, cet événement dans ma vie, qui a été une sacrée épreuve, c'est aussi ce qui m'a permis de rebondir. Parce que j'ai déclenché une maladie orpheline, j'ai fait un AVC, je suis devenue travailleur handicapé avec ma reconnaissance administrative officielle. Et finalement, je me suis dit que quand le pire est arrivé, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Et le pire moment, c'est souvent le meilleur moment dans la vie pour faire des choix. Et il se trouve que je m'étais formée auprès de Vincent Lénart au coaching 6-7 ans auparavant, mais que je manquais d'un peu de courage pour me lancer. Je me suis dit, perdre toute mon expertise, recommencer un métier à zéro, un nouveau statut. Et donc, en fait, tout ça n'a pas été complètement neutre dans ce qui m'a amené à l'épuisement. Et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, assez facilement, finalement, de faire le choix et de dire, c'est maintenant. Alors, effectivement, je n'avais pas tout ça à l'esprit. C'est un sacré parcours. J'imagine que ce parcours a teinté tes écrits. Tu nous expliqueras comment. C'est assez rare quand même d'avoir très très bien vécu sa première carrière professionnelle, enfin d'avoir beaucoup apprécié son premier métier. Souvent les gens me disent j'en suis parti parce que j'en avais ras-le-bol, etc. Mais toi, c'est pas du tout ton cas. C'était vraiment resté un métier passion jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout, pour être très honnête. Je dirais que pendant 20 ans. Et puis les 2 dernières années, j'ai commencé à avoir des signaux d'épuisement physique que, évidemment, j'ai balayé de côté parce que moi, j'avais une certitude, c'est que s'il y a une chose dans la vie sur laquelle je pouvais compter, c'était mon corps, que jamais il me lâcherait. Et les 12 dernières années, aucun arrêt de travail, donc en fait, je me racontais pas d'histoire. Sauf que c'est vrai jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Et donc les 2 dernières années, j'ai commencé à me fatiguer, mon corps m'envoyait des signaux que j'ai évidemment complètement méconnus. Et puis, j'ai vécu une situation de harcèlement moral que j'ai subie. Mais à l'époque, je n'ai absolument pas mis les mots sur cette situation-là. Ça, plus un profil type du cador qui pense que quand on veut, on peut et qu'on est nos limites. Tout ça a fait un cocktail assez détonnant qui fait qu'un jour, je n'ai pas pu me lever. Ça permet aussi de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru sur l'acceptation de la vulnérabilité dans le monde professionnel. Tu disais tout à l'heure que le burn-out c'était tabou, maintenant nous en parlons beaucoup plus, heureusement, même si le nombre de personnes en épuisement croît chaque année. Et tu as évoqué aussi un deuxième sujet, tu disais tu avais le sentiment que ton corps te soutiendrait tout le temps et un jour il a lâché subitement. Voilà. Ça, c'est très important, effectivement, que nos auditeurs le sachent. Très souvent, quand on voit, nous, les premiers signes en tant que coach professionnel, et j'imagine que tu en as fait une de tes spécialités, tu vas pouvoir nous le préciser, nous commençons à avoir des signaux faibles quand nos clients nous disent non, tout va bien, je suis capable de faire face. Et ça me fait penser à un coaché que j'ai accompagné qui était déjà pas épais, qui avait perdu 28 kilos en 3 mois. Et qui un jour s'est effondré. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait de tout ça ? Parce que j'ai l'impression que ça a été un nouveau départ et un nouvel enrichissement en fait. Tu as fait de ce choc de vie quelque chose de profondément transformateur. Absolument. J'ai fait d'un pépin de vie une pépite. Et de vie et professionnelle. Et d'ailleurs, c'est le titre auquel je tenais beaucoup. Mon éditeur m'a dit « Le pépin et les pépites, ça fait un peu jardinier, on ne sait pas de quoi il s'agit. » Je dis « T'inquiète, je mets un sous-titre. Comment faire du burn-out une chance ?» Et c'est pas du tout un titre provocateur. On pourrait penser « Burn-out, une chance quand même, c'est un peu gonflé. » En fait, non, c'est quand on a fait toute la courbe du deuil. C'est-à-dire que l'acceptation, c'est pas simplement « j'ai pas le choix, j'ai traversé, ça aurait été mieux que ça m'arrive pas ».
Non, c'est quand vraiment je me dis, c'était un cadeau caché et j'ai vraiment vu toutes les opportunités qu'il y a eu derrière. Alors, le chemin, évidemment, n'est pas simple, hein, il est même assez compliqué, long, parce que la reconstruction post-burn-out, ça prend en général 2 fois plus de temps que le temps pour aller au burn-out. Par contre, je me suis retrouvée, je me suis offert le luxe de changer de métier, d'en vivre, et puis de découvrir un nombre de choses incalculables. Parce qu'en fait, mon burn-out a pris une forme très singulière, celui d'une maladie orpheline. Donc déjà, faire le lien entre burn-out et cette maladie orpheline, ça n'a pas été simple. Et donc, une maladie orpheline, il n'y a pas de traitement. Il y a juste du curatif, très ponctuel, pour toute la vie. Et quand le neurologue m'a dit d'un air un peu excédé, madame, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais ce sera toute votre vie, des injections de botox thérapeutique à très haute dose qui font un effet curatif assez ponctuel et voire inexistant. Et je suis sortie de son cabinet avec le peu d'énergie qui me restait. Je me suis dit, en étant très en colère, toi, tu vas voir, je vais guérir. Alors, c'était un peu une incantation et un signe de colère, mais en fait, les deux années qui ont suivi, je n'ai eu de cesse de trouver mon chemin de guérison, pas à pas, alors avec des hauts et des bas, mais j'ai été le cobaye de moi-même puisque j'ai expérimenté une 30aine de techniques de soins alternatives et complémentaires puisque la médecine conventionnelle n'avait rien à me proposer. Alors déjà, parfois très très loin des chemins scientifiques, rationnels, mais en même temps, tout a été utile. Il y a ce qui m'a été bénéfique, ce qui l'a été beaucoup moins, et puis 2-3 choses qui vraiment m'ont permis de me reverticaliser, parce qu'en fait, la pathologie que j'ai déclenchée était éminemment porteuse de sens. Donc, on ne fabrique pas une maladie, une pathologie complètement par hasard, à un moment de sa vie, et la forme qu'elle prend a vraiment aussi beaucoup de sens. Et ça permet, en le décodant, de comprendre pourquoi on vit ça à ce moment-là dans sa vie. Tu nous partages énormément d'éléments importants à ce stade. Déjà, tu parles d'une reconstruction longue, parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, j'ai fait un burn-out, je me suis arrêté 1 semaine ». Alors moi, ça me fait souvent un peu sourire. Est-ce que tu peux, juste pour donner un ordre d'idée, c'est combien de temps une reconstruction, grosso modo? Il faut compter quoi? Alors, avant la reconstruction, déjà, ne pas utiliser le burn-out ce terme de façon abusive. En fait, quelqu'un qui s'arrête et qui se sent fatigué, qui s'arrête 8 jours et qui revient et dit « Ouais, j'ai fait un burn-out », c'est pas un burn-out, c'est un burn-in. Donc, c'est pas que c'est pas grave, c'est les premiers signaux du stade 3 de l'épuisement, du stress, et qui est la première étape de l'épuisement professionnel. Il y a souvent plein de symptômes, et physiques, et émotionnels, et comportementaux, sur lesquels il faut mettre des mots. Parce que si on ne le fait pas, l'étape d'après va être vraisemblablement le burn-out. Le burn-out, c'est, on va dire, minimum 4 semaines d'arrêt, parfois plus. Dans mon cas, ça a été 4 mois. Puis ensuite, un retour avec 6 mois mi-temps thérapeutique. Mais j'ai aujourd'hui des personnes qui m'appellent et qui me disent « Ça fait 2 ans que je suis arrêtée et je ne suis même pas près de revenir ». Donc en fait, le temps de reconstruction est long. Et il y a des personnes qui reviennent au travail sans avoir pris le temps de faire un travail ou thérapeutique ou d'accompagnement en coaching. Et souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et donc deuxième burn-out, et qui survient encore plus vite que le premier, qui peut mettre un certain temps à arriver, et dont la forme peut être encore plus grave que le premier, parce qu'il y a une mémoire du corps, et les choses s'empilent. Et donc, on a vraiment intérêt à être accompagné. Alors, je dis ça, mais en même temps, personnellement, je n'ai pas été accompagnée. Je n'y ai même pas pensé, alors que j'ai fait plusieurs tranches de thérapie dans ma vie. Et j'ai repensé encore l'autre jour, je me suis dit, mais Nadia, c'est incroyable, tu n'y as pas pensé. Et en fait, je sais aujourd'hui pourquoi. C'est parce que des thérapies plutôt mentales, j'en avais fait. Et là, j'avais identifié que c'était le corps qui avait bugué. Et qu'en fait, il fallait que ce soit une reconstruction par le corps. Et je voulais non pas faire le chemin avec une personne, parce que sans doute que je pressentais qu'une technique n'allait pas suffire. Et donc, j'en ai testé une 30aine. En tout cas, il y a 30 fiches techniques dans le livre, mais je pense que j'en ai testé d'autres.
Et il fallait que je trouve de façon autonome celle que j'allais explorer et peut-être d'autres en parallèle. Et je ne voulais pas être prisonnière d'une approche, en fait. D'accord, alors tu anticipes déjà, mais c'est très bien, ça va nous faire la transition et tu vas continuer à nous expliquer un petit peu tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait à partir de cette étape de vie centrale. Tu évoquais des fiches dans ton ouvrage, donc ton ouvrage Le Pépin et les Pépites aux éditions La Providence, oui, je ne me trompe pas. Donc une première partie qui est ton histoire, ta narration, et puis une deuxième partie qui porte sur des fiches. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus le contenu de ce livre qui est très intéressant, que j'encourage bien sûr à découvrir. Je ne sais pas si on le trouve facilement en revanche. Alors l'éditeur a fait faillite. Le Covid a été une période un peu funeste pour beaucoup d'éditeurs. Donc aujourd'hui, on peut le trouver en me contactant directement. On me trouve sur LinkedIn et puis on m'envoie un petit message. Et aujourd'hui, moi, j'ai racheté le stock et donc je peux tout à fait l'envoyer aux personnes qui souhaitent l'acquérir. Nadia Guigny sur LinkedIn. Absolument. Alors, le livre, c'est d'abord le récit autobiographique de cette histoire de chute très très basse et d'un chemin de reconstruction qui décrit un parcours de guérison très atypique. Et donc c'est écrit comme un roman, mais en fait tout est absolument véridique. Et j'avais lu moi beaucoup d'autobiographies et je m'étais dit c'est important de l'écrire à la première personne parce que moi quand je lis ce genre de livre, je me projette. Et si ça fait écho en moi, j'en tire en tant que lecteur quelque chose que je vais m'approprier. Et donc je voulais que le message soit très positif. Si vous arrive vraiment quelque chose de catastrophique, si vous pensez et si vous voulez vous en sortir et guérir, alors c'est possible. Il faut déjà penser que c'est possible, mais c'est possible. Et je voulais montrer le chemin avec ses hauts et ses bas que j'avais traversé sans rien cacher. C'est vraiment très, très authentique, je pense, c'est très sincère en tout cas. Et c'est étape par étape, et physiquement, et psychologiquement, tout ce que j'ai traversé. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un encadré avec des exercices d'auto-coaching, de développement personnel. Bon, ça ne se refait pas. Hein. Quand un coach écrit un livre, ça doit être une autobiographie. Il y a quand même quelque chose qui sert la réflexion en termes de développement personnel. Et donc, sur la deuxième partie ? Alors, la deuxième partie, je me doutais bien que ça allait, mon parcours et tout ce que j'ai testé allait susciter beaucoup de questions et aussi beaucoup d'intérêt pour les personnes qui soit souffraient de la même pathologie, soit avaient un parcours dans lequel ils pouvaient se reconnaître et pouvaient se dire cette technique-là, elle m'intéresse, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc, il y a une deuxième partie qui est plus mince, mais qui est en fait des fiches qui présentent la technique que j'ai expérimentée, son cadre de référence, l'histoire, comment ça fonctionne, et puis ce qu'on peut en attendre en termes de bénéfices. J'ai tout mis, y compris ce qui n'avait pas fonctionné sur moi. J'ai pas voulu. Cette deuxième partie, elle est pas subjective, hein, elle est très factuelle. Et puis chacun fait son petit marché. Et l'idée, c'est d'élargir en fait le champ des possibles pour les personnes qui sont en quête de méthodes de soins pour aller mieux. Justement, si tu avais une recommandation pour les personnes qui ont besoin de se reconstruire ou qui ont vécu un choc significatif qui nécessite finalement un vrai basculement dans sa vie, hein, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'évoquer. Qu'est-ce que tu pourrais recommander ? Alors, moins une technique, parce que ce qui a marché pour moi a marché pour moi, point. Mais plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit qui est d'être très à l'écoute de soi, de prendre du temps pour soi, de chercher. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive ? À quel moment de ma vie ? Quel est le sens qui se cache derrière tout ça ? C'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il y a forcément un sens, mais il est caché. C'est là où, parfois, c'est important de se faire accompagner pour découvrir le sens caché. La pathologie, comme je le disais tout à l'heure, qui se manifeste, a un sens. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le décodage biologique, qui est une technique qui, évidemment, n'est pas certifiée scientifique, mais qui... En fait, c'est l'approche occidentale de la médecine traditionnelle chinoise qui a 5000 ans et qui est nettement moins mise en question. Et le corps, la façon dont le corps réagit et la partie du corps ou les organes vient déjà donner beaucoup d'informations. C'est un fil à tirer. Donc déjà comprendre le sens. Ensuite, je dirais, dans son parcours de guérison, être
très ouverts et très créatifs. Moi, j'ai développé énormément ma créativité et d'ailleurs, je fais aujourd'hui des conférences pour faire le lien entre les problèmes de santé et la créativité. Et à chaque fois, se dire, OK, ça n'a pas marché, c'est pas grave. La prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais essayer? Ne pas avoir peur, avoir confiance. Très souvent, les praticiens de santé que j'ai rencontrés me disaient « Mais Madame Guigny, ce que vous me demandez, je ne peux pas. » Ma neurologue me disait « Mais pour vous injecter, là, je ne peux pas. Les protocoles disent « Il ne faut pas faire ça. » Et je disais presque suppliante « Écoutez, je sais, je sens. C'est ça qu'il faut faire. » En fait, c'est intéressant parce qu'on a cheminé beaucoup toutes les deux pendant 2-3 ans. Et elle m'a dit qu'elle avait modifié sa façon de prendre en charge et sa façon de vivre la pathologie parce que d'un seul coup, elle la vivait plus du côté praticien, mais aussi du côté patient. Mon kiné aussi, il m'a dit ça. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir de faire grandir avec moi les praticiens de santé. Et puis je dirais aussi, soyez convaincus que vous allez guérir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, vous allez avoir des séquelles, ce sera toute votre vie, vous serez dépendant de tel traitement. Et si vous les croyez, alors c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est effectivement ce qui va se passer. Si vous ne les croyez pas et que vous croyez dans votre capacité d'auto-guérison, alors c'est possible. Et moi, je me disais, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Donc, être inébranlable sur la foi qu'on va guérir. Et je suis convaincue que le cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, eh bien, si on veut guérir, on va trouver le moyen pour guérir. Et je dirais, ne pas trop partager avec son entourage. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que souvent on se dit, c'est important d'être soutenu, mais l'entourage, il est inquiet et il vous refile son inquiétude. Et donc moi, j'ai peu partagé. Dans mon entourage proche, quand ils ont lu le livre, ils ont découvert plein de choses qu'ils ne savaient pas. Parce que si j'avais partagé tout ce que je faisais, ils auraient été effarés en disant « Mais Nadia, mais c'est pas possible, t'en fais trop, t'es sûre que tu crains pas que… » Et donc, en fait, il faut vraiment être connecté à soi. Sentir, faire, expérimenter, ne jamais lâcher, recommencer. Et à un moment, on touche le but. C'est un peu la recherche de son sillon et après… l'incarner, le vivre, en tout cas c'est passionnant. Moi je me suis laissé complètement embarquer là, tu vois, j'étais en train de me dire comment tu vas rebondir parce que c'est vrai que cette singularité, cette manière d'aborder ce que tu appelles la pathologie et puis tout ce travail de reconstruction, de redonner du sens à ton parcours, à ta vie, c'est absolument central. Ça vient teinter, alors on pourrait peut-être maintenant développer un petit peu le volet professionnel, ça vient teinter ta pratique d'accompagnante, d'aide à la relation, d'accompagnante à la relation d'aide, je vais arriver dans le bon sens. Et tu vois, je suis vraiment embarqué dans ce que tu dis, je réatterris. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est venu teinter justement ta pratique? Alors on voit que tu as eu de l'impact sur les gens qui t'ont aidé en termes de soins, mais toi-même, comment tu peux accompagner tes propres clients? Alors aujourd'hui, évidemment, tout ça à la fois teinte ma pratique, et puis aussi je me suis spécialisée sur cette thématique-là, à la fois en formation, prévention des risques psychosociaux. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est que quand je fais ces formations, je raconte une histoire. En fait, je raconte pas mon histoire, mais j'ai plein d'illustrations. Et puis, je suis très posture basse parce que j'explique ce à travers quoi je suis passée. Et ça touche assez les gens, ça les met aussi en capacité à très vite se dire où j'en suis, moi, dans mes niveaux de stress professionnel. Et donc, voilà, c'est des formations qui ne sont pas du tout tristes et lourdes, bien au contraire. En accompagnement individuel, en coaching, on me sollicite souvent pour soit prévenir le burn-out d'un collaborateur, une DRH qui est sollicitée par un manager qui se dit que son collaborateur prend la direction du burn-out. Donc soit en prévention pour éviter que ça ne survienne, soit en reconstruction post-burn-out, quand le collaborateur revient et qu'il a manifestement pas fait un travail suffisant pendant sa période d'arrêt de travail et qu'on sent très bien qu'il va recommencer. C'est très intéressant parce que ça fait quelques années que nous sommes tous les deux dans le métier et je me souviens qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on ne parlait effectivement pas de burn-out. En tout cas, les coachs professionnels n'étaient pas sur ce champ-là.
Et puis depuis, face à l'explosion du sujet dans les organisations, beaucoup de coachs, dont toi, ont pris le parti de se spécialiser pour accompagner. J'en profite pour le dire aux auditeurs, parce que là, on évoque un des types d'accompagnement qui est très précieux, c'est ce qu'on appelle le coaching de soutien. À la différence des autres coachings, l'enjeu, c'est pas tant, c'est ni le changement, ni l'autonomisation, c'est d'abord créer les conditions pour que la personne puisse retrouver l'énergie nécessaire pour faire face au quotidien finalement. Donc l'accompagnement post-burnout par exemple peut être beaucoup plus long qu'un coaching classique. On dit que le coaching c'est plutôt assez court, c'est entre 6 et 10 séances selon si c'est plutôt de la prise de décision. Mais là, quand on touche à la restauration de la personne, c'est autant que nécessaire et ça peut être 15, 18 séances. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va ajuster avec l'organisation, avec le coaché, vraiment en respectant et surtout bien préciser qu'il n'y a pas de contrat de changement. On ne change pas quand on est en train de se restaurer. Voilà. Enfin, bien sûr que la personne change, mais le coaching ne vise pas à prendre des objectifs dans une logique de changement comme une prise de poste, etc. Ou en tout cas, c'est pas à ce niveau-là, quoi. Mais tu vas peut-être nous éclairer là-dessus. Alors, je dirais qu'il y a un peu 2 étapes dans ce genre de coaching. Je fais pas forcément des coachings avec plus de séances, mais des séances peut-être plus espacées vers la fin, et on est sur au moins 9 mois. C'est-à-dire qu'il y a le temps d'une gestation, en fait. Donc, c'est un accompagnement qui est pas forcément plus consommateur en termes de séances, mais qui s'étale dans le temps. Avec un premier temps qui est effectivement beaucoup de soutien pour que la personne comprenne ce qui lui arrive, mette des mots, accepte ce qui lui arrive, parce qu'il y a quand même un profil type du cador. Moi, j'appelle ça le syndrome du cador. C'est un peu des machines de guerre. Les personnes qui vivent ça, elles sont tellement dans la toute-puissance qu'elles pensent qu'elles peuvent tout porter sur leur dos, et à un moment donné, leur corps leur rappelle que c'est pas le cas. Donc, il y a l'acceptation d'être tombé. Il y a la compréhension de ce qui s'est passé, le mécanisme, comment ils en sont arrivés là. Et puis, je dirais qu'après, c'est important, pour que le retour au travail se passe bien, qu'on travaille quand même sur des stratégies de changement comportemental, pour que les journées soient plus des journées inflationnistes avec 10 heures de travail, pour qu'on travaille sur un équilibre vie pro, vie perso, pour qu'on travaille sur un changement de regard sur la place du travail dans la vie. Et puis, on a beaucoup de perfectionnistes qui ont des burn-out, donc savoir se mettre des limites à soi. On a aussi des personnes très empathiques, donc elles doivent apprendre à mettre des limites aux autres. Donc, il y a quand même du travail sur soi et comportemental pour permettre un retour dans des conditions de sérénité, en fait, parce que sinon, les personnes ont peur que ça recommence. Et elles ont bien raison. Oui, alors tu fais bien de le préciser. Moi, je parlais effectivement de la première partie qui est la restauration. Bon, tu évoques l'ensemble et tu as tout à fait raison. Bien sûr, après, il est vraiment fondamental d'aborder, de faire évoluer ses croyances, son regard sur la vie, son regard sur le monde, le regard au travail, le regard sur même son contrat de travail et sa relation aux autres. Enfin, ça impacte énormément d'éléments. Et d'accord, très très bien. Je pensais plutôt à contrat de changement, faites-moi en sorte qu'il marche plus droit, comme on a souvent dans des coachings orthopédiques, qui sont pas très adaptés. Ce serait bien qu'il dorme bien, qu'il se repose bien, qu'il soit en pleine forme quand il arrive le matin. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Les injonctions en général ne sont pas suffisantes. Écoute, un grand merci. Est-ce que tu peux nous dire encore un dernier mot pour donner à nos lecteurs de se précipiter sur ton livre ? Si vous avez envie de lire une histoire qui se lit comme un roman, généralement les gens me disent je l'ai pris en début de week-end, je l'ai lâché à la fin du week-end, et que vous ayez vécu cette expérience ou que vous accompagniez quelqu'un qui vit cette expérience, ou que simplement vous soyez curieux sur des techniques de soins alternatives, contactez-moi et puis je vous envoie le livre avec grand plaisir. Écoute Nadia, encore un grand merci à toi. Merci beaucoup Gaby, merci de ton invitation. Envie de réécouter vos émissions préférées ? Alors rendez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes de podcast. Pour une immersion dans cet univers qui vous passionne.